Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous à notre webinaire sur la cybersécurité. La cybersécurité est évidemment une thématique fort importante, surtout pour les indépendants et les chefs d'entreprise, parce que d'abord, ça touche tout le monde, aussi bien en tant que citoyen qu'en tant qu'acteur économique, mais justement, quand vous êtes un acteur économique, ça peut avoir des conséquences directes sur votre activité, mais aussi sur votre responsabilité. Et donc, c'est un peu ce qu'on va voir ce soir dans le cadre de ce deuxième webinaire organisé par le SNI, BICOM, l'administration, le SPF Économie et également l'Europe. Alors, je ne vois pas les slides. Ils arrivent. D'accord. Alors, simplement peut-être vous dire que c'est une organisation donc dénommée 3xw.cybersafe.be, qui est donc une action. Alors, le thème donc, de ce soir, c'est protéger facilement votre boutique en ligne contre les cyberattaques. Et donc, c'est une initiative de l'action becybersafe.be, qui est donc un partenariat, un consortium entre BICOM, le SNI, syndicat neutre pour indépendants, soutenu par le SPF Économie, et également dans le cadre du plan de relance européen. Ce que recouvre cette notion de becybersafe.be, d'abord les webinaires auxquels vous participez ce soir. Sachez également que ces webinaires seront repris également en replay, qu'il est donc possible pour vous de revoir le webinaire, ou bien des personnes absentes ou des personnes qui souhaiteraient avoir ces informations parce qu'ils n'étaient pas présents ce soir, puissent évidemment revoir le webinaire à travers les replays. Il y a également sur le site becybersafe.be des documents, des références, des checklists dont on va vous parler ce soir et lors des autres webinaires, et qui sont des outils utiles et nécessaires et fort pratiques pour justement appliquer, je dirais, l'ensemble des conseils que nos consultants et nos orateurs vous donneront. Et enfin, nous terminerons avec des podcasts qui sont en cours de préparation et qui, également avec des spécialistes dans le domaine de la cybersécurité, seront diffusés pour, une fois encore, bien sensibiliser l'ensemble des indépendants et des chefs d'entreprise sur la manière véritablement de se protéger, à tout le moins de manière simple et efficace, contre les cyberattaques. Alors, sur un plan très pratique pour ce soir, vous avez l'habitude, si vous suivez nos webinaires, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions et je me ferai le relais auprès de notre orateur pour évidemment les lui poser. Il suffit donc de poser votre question sur l'onglet questions qui est donc repris dans le bas de votre page. Comme je l'ai dit, les replays seront disponibles sur le site www.becybersafe.be et vous aurez également un lien qui sera directement envoyé par email à l'issue de notre webinaire. Enfin, on vous demandera également, parce que pour nous, il est important de pouvoir répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes, une petite évaluation qui ne vous prendra que quelques minutes, mais qui nous permettra également de faire évoluer effectivement nos travaux et nos contenus pour coller au mieux aux besoins et aux attentes de nos indépendants. Comme je l'ai dit, tout ça se retrouve sur le site www.becybersafe.be. Enfin, voilà, je vais vous passer la parole maintenant à Serge Houtin, qui est notre orateur de ce soir, et je vais lui laisser le soin de se présenter, si ce n'est que vous dire que, bien évidemment, il est un consultant expert indépendant en cybersécurité, mais comme vous pouvez le voir sur le slide, il a bien d'autres compétences et expertises dans le domaine. Serge, je te passe la parole. Merci Christophe et bonsoir à nos participants. Donc, je me présente en deux mots. Effectivement, je suis consultant indépendant et surtout retraité de la police judiciaire fédérale depuis décembre 2022. J'ai les 20, une bonne vingtaine d'années, en tout cas les dernières années, j'étais responsable à la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai. J'étais chef de service de ce qu'on appelle la RCCU, la Regional Computer Crime Unit. Ça m'a aussi donné l'occasion d'effectuer pas mal de missions pour le Conseil de l'Europe, pour la coopération belge, etc., au Canada, en Afrique de l'Ouest, enfin dans divers pays. J'ai été aussi coordinateur du comité technique cybercriminalité de Francopol. Francopol, c'est beaucoup de pays francophones, forcément. Et puis voilà, et également membre de l'association francophone des spécialistes de l'investigation numérique. Voilà. Les 20 dernières années, en tout cas, ça peut-être un peu plus, mais là je me trompe pas en disant 20,
J'étais dans la cybercriminalité, du bon côté, hein, évidemment, mais pas que pour du hacking. Hein, on fait aussi beaucoup d'investigations numériques dans tout le code pénal. Voilà, ça c'était pour résumer un peu brièvement. Alors, les objectifs du jour, vous avez vu le libellé, hein, on va essayer de comprendre aux besoins les menaces les plus fréquentes qui visent le commerce en ligne. On ne va pas faire toute la liste des possibilités, on va se limiter à quelques-unes, les plus courantes certainement. Je vais essayer de vous présenter et d'expliquer quelques bonnes pratiques qui ne coûtent rien, hein, ça ne coûte pas d'argent pour une fois, c'est gratuit. C'est juste peut-être changer un peu ses habitudes, certains comportements parfois, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances en cybersécurité. C'est un métier, hein, donc on ne demande pas à tout le monde d'être un expert. Donc, mais ici, simplement, avec quelques conseils, peut-être, quelques bonnes pratiques, on va essayer de réduire la surface d'attaque. Donc, globalement, c'est faire de la sensibilisation, hein, c'est ce que je fais au travers de mes webinaires, des conférences, sur site aussi en entreprise, sensibiliser les gens, parce que le risque, il est bien réel, il est permanent, donc si on peut peut-être s'y préparer, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà pour les objectifs. Quelles sont les menaces en cybersécurité? Évidemment, aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie malveillance, sur la partie cybercriminalité, mais il y a aussi d'autres soucis potentiels. Il y en a tous les jours. Déjà, ce sont les erreurs de codage. Hein. S'il n'y avait pas d'erreurs dans les programmes, on ne ferait pas des mises à jour. Or, des mises à jour, on en a tous les jours. Je vous expliquerai comment je procède quotidiennement pour faire mes mises à jour. Il y a parfois des erreurs dans la mise en œuvre. Hein. On installe un nouveau logiciel. Non seulement il peut être buggé, mais en plus il peut venir interférer avec des choses qui existent déjà. Quand on rajoute des éléments dans un parc informatique qui fonctionne bien, parfois ça peut créer quelques soucis. Il y a l'utilisation qu'on peut faire, la gestion du matériel, la gestion des logiciels, la gestion simplement de l'outil qui peut causer des problèmes. On a une catégorie ici qui n'est pas négligeable, ce sont les catastrophes naturelles. Je prends toujours l'exemple de commerçants qui avaient leur site web hébergé chez OVH il y a quelques temps déjà. Des Belges, hein. OVH c'est un hébergeur français, mais bon, tout le monde peut s'y inscrire. Et ils ont tout perdu lors d'un incendie d'un data center. Il n'y avait pas de redondance, il n'y avait pas un autre data center qui avait un backup de tout ça. Donc ces gens ont perdu leur site web, leur boutique en ligne, ils n'avaient plus rien. Donc, ce n'est pas forcément l'incendie dans le magasin, ça peut être l'incendie au data center. Les inondations, on va se rappeler ce qui s'est passé à Liège. Il y a des commerçants qui ont perdu évidemment toute leur activité en ligne parce qu'ils avaient leur serveur dans la cave, etc. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, on va pas parler trop des inondations ni des incendies, on va surtout parler de la malveillance, le vol de données numériques, la destruction des données, les cyberattaques et autres joyeusetés. Alors, on va parler des attaques les plus courantes qui peuvent viser un commerçant indépendant. Mais d'abord, il faut se poser la question, ça c'est déjà une bonne question à se poser, est-ce que vous êtes capable de survivre pendant 24 heures, pendant 48 heures, sans votre smartphone, sans votre ordinateur, sans votre serveur? Et que se passerait-il si votre ordinateur portable, il tombe par terre, il fonctionne plus, il est cassé? Ou alors on a volé des données, vous avez été piraté? Est-ce que vous êtes capable, vous pouvez répondre dans le chat, hein, est-ce que vous êtes capable de survivre à ça pendant 48 heures? Ou si toutes les données deviennent totalement inaccessibles? Enfin, la plupart des gens, en tout cas dans les commerces, hein, dans les entreprises, ils vont dire non, on ne peut pas se permettre d'avoir des interruptions de 48 heures. On ne peut pas se le permettre, mais ça arrive quand même. Donc, on peut essayer aussi de limiter la casse de ce côté-là en prenant, encore une fois, les bonnes pratiques. Ça semble toujours compliqué pour les commerçants indépendants. On le voit bien quand on fait les digital days, quand on fait d'autres conférences, d'autres interventions. Ça semble toujours très compliqué. Le mot cybersécurité, ça fait toujours un peu peur.
parce qu'on ne connaît pas. Hein. C'est normal. Moi, quand je monte dans ma voiture, quand j'appuie sur le bouton de démarrage, j'attends que le moteur il s'allume et que ma voiture démarre. Si ça ne fonctionne pas, moi, je n'y comprends rien, je ne suis pas mécanicien. Les commerçants indépendants sont un peu pareil avec la cybersécurité. Ils savent qu'il y a des solutions qui existent, mais ils ne savent pas toujours où les chercher. Ils ne savent pas faire le tri dans la montagne de solutions qu'on peut leur proposer. Ils pensent aussi que ça coûte toujours très cher. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de faible coût ou de coût zéro. Il est évident que quand on doit investir dans un pare-feu physique, des choses comme ça, bien sûr qu'il y a un coût. Mais il faut savoir que une cyberattaque, ça peut coûter encore beaucoup plus cher que de ne pas investir du tout, un minimum dans la cybersécurité. Qui plus est, les TPE, les PME, les entreprises aussi, bien sûr, mais les plus petites entreprises restent une cible facile. Parce que justement, elles sont moins bien protégées. Hein, un commerçant indépendant, un traiteur, je ne sais pas toutes les activités qu'on peut avoir en commerçant en ligne, il est moins bien protégé qu'Amazon ou Google ou que Microsoft, c'est évident. Donc, ça reste forcément des cibles qui sont plus faciles. Alors moi, je vous dis, vous n'avez pas le choix. Il faut intervenir, il faut faire quelque chose, alors quelque chose, entre guillemets, en commençant gentiment, en commençant par le début, par le point de départ, c'est-à-dire la sensibilisation, et puis après, on pourra monter dans les mesures qui seront plus compliquées, sans doute, pour lesquelles on peut faire appel à de l'aide. Je rappelle toujours qu'il y a des chèques entreprises, on peut faire des audits de sécurité, on peut se faire aider par des hackers éthiques pour faire des tests de pénétration physique, logique, etc. Mais commençons ici par le début. La question qu'un indépendant doit se poser, que tout le monde doit se poser, c'est qu'êtes-vous prêt à perdre ? Est-ce que vous pouvez vous permettre de ne pas avoir d'activité, rappelez-vous le slide précédent, de perdre votre activité en ligne pendant un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, 6 mois? Est-ce que vous pouvez vous permettre ça? Alors peut-être un jour, peut-être 2 jours, mais plus ça va être compliqué. Donc vous allez devoir faire une balance des risques. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à faire. C'est pour ça qu'on peut se faire aider notamment par des audits de sécurité, avec les chèques entreprises. Je crois de mémoire que chèque entreprise, ça va rembourser 75% du prix de l'audit. Mais il faut déjà commencer par faire un inventaire de ses actifs. Actifs, c'est quoi? C'est le matériel, c'est le logiciel, ce sont les licences. Et puis il faut voir qu'est-ce qui est vulnérable là-dedans. Est-ce que j'ai des logiciels qui sont obsolètes? Est-ce que j'ai du matériel qui est obsolète aussi, qu'il faut remplacer? Il y a encore des gens qui tournent avec des Windows 3.1, hein, alors que ça date de 93. Et j'ai vu une grosse société allemande qui cherche à recruter quelqu'un pour gérer des systèmes Windows 3.1. Donc ça fait quand même un bail. Voilà, donc il faut évaluer ses actifs, faire son inventaire, et puis il va falloir essayer d'apprécier les risques. Et ça, c'est très très compliqué. C'est la partie la plus compliquée. Parce qu'on aura tendance, si on ne connaît pas bien, à mettre tout dans les risques qui ne sont pas acceptables, alors que certains peuvent l'être ou pas. J'ai un diagramme là, vous voyez un diagramme sur la droite, ça s'appelle le diagramme de Farmer. C'est ce qu'on utilise beaucoup avec d'autres outils, hein, comme les analyses SWOT, les analyses PESTEL, etc. Mais on voit cette courbe dans ce diagramme avec en haut les domaines de risque qui sont inacceptables et en bas à gauche les domaines de risque acceptables. Je prends un exemple. J'ai mon site web, ma petite page vitrine, et je vais être victime d'une attaque par déni de service. On va en parler par la suite. Est-ce que c'est un risque acceptable ou pas pour moi? Alors, moi, je vous dis tout de suite, si mon site web n'est pas accessible pendant 24 heures ou 48 heures, ça va peut-être me mettre de mauvaise humeur, mais ça ne va pas aller plus loin que ça. Voilà. Maintenant, on prend la même attaque par délit de service, mais ce n'est plus mon site web qui est attaqué, c'est Amazon le jour du Black Friday. Est-ce que Amazon peut se permettre d'avoir ses sites inaccessibles pendant 24 heures un jour de Black Friday? Non, évidemment que non. Donc, le même risque ne va pas être évalué de la même façon pour l'un et pour l'autre. Amazon va mettre ça en haut à droite dans les risques inacceptables, alors que moi, je vais le mettre en bas à gauche.
Donc le problème, c'est ça, c'est de faire cette évaluation. Il y a des formules pour ça, c'est la gravité, la probabilité, la criticité, enfin, bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour ça qu'il faut se faire aider par des spécialistes pour arriver à faire ce diagramme, le remplir correctement et savoir après quelles mesures on va prendre pour remédier et réduire la surface. Alors, Serge, justement, en ta qualité de spécialiste, il y a une question ici de M. Milcan qui demande très concrètement, que pensez-vous de la solution proposée par Skyforce aux indépendants, la Cyberbox? Alors, je ne sais pas si tu connais et si tu peux. Non, je dis tout de suite, je ne connais pas, parce qu'il y a des dizaines de... Non, désolé, monsieur Milcan, je ne connais pas, il y a des dizaines de solutions qui existent. Alors, elle est peut-être très bonne, je n'en sais rien. Si vous allez aujourd'hui, demain, à Lille, au Forum international cybersécurité, je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés ça représente, mais il y a que des stands là où tout le monde a la solution pour vous. Hein, c'est une grande foire commerciale sur la cybersécurité où on vend des tas de solutions. Alors, il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des très chères. Il y a des pas chères, je ne sais pas, je ne crois pas, je ne sais pas si ça existe. Mais je suis désolé, celle-là, je ne connais pas. Je peux me renseigner, mais là, je ne sais pas vous répondre immédiatement. Et selon toi, je veux dire, quels sont les critères qu'un indépendant doit avoir à l'esprit justement quand il est face à des fournisseurs ou des vendeurs de solutions par rapport à la sécurité? Quels sont les éléments qu'il faut avoir à l'esprit pour justement apprécier de la pertinence de la proposition? Ce qu'il faut garantir toujours, c'est la disponibilité, l'intégralité, la confidentialité de ces données. Donc voilà, pour ça, on parle de solutions. Je parle de solutions de sécurité tout à l'heure. Ben, ce sont des solutions simples, hein, avec des packages tout en un, mais que tout le monde peut acheter, le particulier aussi, bien sûr, que je recommande vivement. Je ne suis pas du tout dans des solutions adaptées peut-être pour des PME. Hein. Alors, en tout cas, c'est ça qu'il faut, il faut trouver la solution qui permette de faire des backups de manière correcte, qui permettent de recouvrer ces données en cas d'attaque. Donc, on reparlera de la politique de backup tout à l'heure, de bloquer tout ce qui est cryptojacking, tout ce qui est malware, spyware, etc. Et essayer de les bloquer au maximum. En antivirus, ça suffit pas forcément. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut surveiller les fuites. Il faut voir si on n'a pas des vulnérabilités dans son matériel, dans ses logiciels. Il faut gérer les mots de passe correctement, mais ça on verra par la suite. Il faut surveiller les fuites dans le dark web, voir si ces données n'apparaissent pas quelque part dans une fuite. Il y a des choses qui font ça de manière automatique. Hein. Pas quelqu'un qui va les voir tous les jours. Ça se fait de manière automatique. Voilà, c'est ça. Il faut garantir que ces données soient disponibles en permanence. Voilà. Des solutions, il y en a des tas. Il y en a des tas. Merci. Merci. Alors, peut-être rappeler à nos webinautes qu'en fait, nous sommes en cours de rédaction d'un livre blanc qui reprendra justement une synthèse de l'ensemble des préoccupations et justement les conseils et les guidances pour justement vous aider, notamment dans le cadre du choix d'application, quels sont les paramètres ou les critères indispensables pour avoir effectivement une solution qui réponde au minimum aux besoins et surtout aux enjeux de cybersécurité. Je laisse continuer. Pardon. Chaque cas est différent, hein, donc il y a pas de. Moi, je n'ai pas de solution générale. Ce que je recommande vraiment de faire, c'est quand je parle d'audit de sécurité, c'est de demander un test de pénétration à des hackers éthiques. On va pas faire la publicité ici, j'en connais, hein, voilà, ça se trouve. Et c'est eux qui vont vous aider à déterminer ce qu'il faut protéger. Il y a peut-être des choses qui fonctionnent pas bien sur votre système informatique, vous n'êtes pas conscient, vous n'avez jamais pensé à ça, eux ils vont le trouver. Et voilà, il ne faut pas forcément construire un abri atomique autour de votre serveur, c'est pas ça. Il y a parfois des mesures toutes simples, des corrections à faire, des correctifs, et ça varie d'un cas à l'autre, hein, d'une entreprise à l'autre. On n'intervient pas de la même façon dans une PME où il y a 3 serveurs ou que dans un hôpital où il y en a 120. Hein. Moi, je parle aussi de serveurs virtuels, bien sûr. Voilà, la solution miracle, je ne l'ai pas. Elle est au cas par cas. Dans les menaces de cybercriminalité au quotidien, les plus courantes, en tout cas celles qui peuvent viser des indépendants plus facilement, on a bien sûr le hacking. Hein, le hacking qui n'est jamais que la première infraction, hein, parce que le hacking il va être suivi d'autres choses. Donc le hacking, c'est simplement l'accès non autorisé à un système d'information.
C'est pas plus que ça, hein. On n'a pas encore parlé qu'on allait voler quelque chose, qu'on allait détruire quelque chose. Non, le hacking, c'est juste ça. Simplement, la loi distingue deux types de hacking. Il y a le hacking externe, c'est le plus répandu. Et puis, il y a le hacking interne aussi, qui est plus méconnu, hein, mais qui existe. Moi, j'ai eu des cas dans ma carrière, notamment avec un informaticien qui travaille dans une boîte, un sous-traitant d'un hôpital. Et cet informaticien a été remercié, et ça lui a pas plu, on peut le comprendre. Mais bon, ceci dit, il a profité qu'on n'avait pas supprimé ses accès pour aller détruire la comptabilité de tout un hôpital. Voilà, donc ça c'est du hacking interne, puisqu'il avait toujours les accès, donc il avait toujours son login, son mot de passe, mais c'est pas pour autant parce qu'il l'avait toujours qu'il pouvait le faire. Donc ça reste du hacking interne, c'est plus sévèrement puni encore que le hacking externe. On a le phishing et tous ses dérivés, hein, donc le vol de données sensibles, et les vols de données à caractère personnel aussi, bien sûr. La fraude informatique, les indépendants en sont souvent victimes, hein, au travers de factures sur lesquelles on a modifié un numéro de compte bancaire, des choses comme ça, ou des contrats. Donc, c'est quand on modifie des données qui ont une valeur juridique, évidemment. La fraude informatique, c'est quelque chose d'assez répandu. Alors, tout ce qui est ingénierie sociale, le phishing fait partie de l'ingénierie sociale, hein. Simplement, je les ai distingués ici, mais ça, ce sont des techniques de manipulation, hein. L'arnaque au président, ça fonctionne toujours très bien aussi. Des gens ne savent pas ce que c'est, puis quand j'explique, on dit « Ah oui, mais j'ai déjà eu ça. Maintenant que vous me dites ce que c'est, je comprends. » C'est quelqu'un qui fait passer pour le président, enfin le CEO, le directeur d'une entreprise, et qui parvient à se faire virer de l'argent par le service comptable, la compta, etc. Ça marche toujours très bien. Ça peut aussi servir à récupérer des données au niveau informatique, hein. Quand on fait ça au niveau du service IT, ça marche aussi. L'attaque par déni de service, j'en ai déjà touché un mot. Et puis les ransomware, bien sûr, hein. Les ransomware, c'est le pire qui puisse arriver, peut-être, pour une entreprise. C'est pas une liste exhaustive, hein, vous vous en rendez bien compte, il y a beaucoup plus que ça. Alors, une cyberattaque, vous connaissez la phrase bateau? Non, pas si, mais quand. C'est une phrase bateau, je l'admets, mais c'est la réalité. À l'heure actuelle, c'était peut-être pas le cas il y a 15 ans, peut-être moins il y a 10 ans. En tout cas, aujourd'hui, la question, c'est pas si, mais quand, parce que tout le monde sera attaqué. Je reprends l'exemple de mon site web. Quand je regarde les connexions, malheureusement, ce ne sont pas forcément que des potentiels clients qui viennent se connecter. Ce sont surtout des connexions qui viennent de Russie, de Chine, des États-Unis. Voilà, beaucoup de VPN là-dedans. Donc voilà, il y a des robots qui tournent. Donc on cherche des vulnérabilités, c'est ce qui se passe. J'en parle après dans le risque aveugle. Donc, un jour ou l'autre, si ce n'est pas déjà été le cas, ben vous serez attaqué. Ça, c'est une certitude. Risque aveugle, justement, parce que les PME, les TPE sont moins bien protégés, et la méconnaissance du risque aussi. Eh bien, je vous l'ai dit, sur mon site web, j'ai beaucoup de connexions qui viennent de Chine, de Russie, des États-Unis. Ça n'a pas lieu, hein, franchement. Tout simplement parce qu'il y a ces petits robots qui tournent automatiquement sur Internet et qui cherchent les sites, qui cherchent des failles, qui cherchent des ports d'entrée, hein. Donc, s'il y a une vulnérabilité sur un site WordPress, sur un site Joomla, Drupal ou autre, etc., des failles qui n'ont pas été corrigées, d'où l'importance de faire les mises à jour, eh bien, s'ils trouvent cette faille, c'est une porte d'entrée qui va pouvoir être exploitée. Voilà. Donc, ça, c'est, quand je dis non pas si mais quand, c'est parce que les gens se disent, mais je ne suis pas une cible stratégique. Non, mais il y a ces robots automatiques là, qui tournent sur Internet et qui cherchent les failles. Après, il y a le risque spécifique, bien sûr, que vous pouvez être directement ciblé aussi, là, clairement. Voilà. Donc, il faut... Serge, il y a une intervention aussi par rapport à qui, je pense, confirme un peu ce que tu dis par rapport au fait que tout le monde peut être ciblé. Il paraît qu'un robot ne met que 72 heures pour crawler l'entièreté mondiale de l'Internet. Qu'est-ce que tu en... Ah oui, mais là, ce sont les robots, je ne sais pas de quels robots on parle, si ce sont les robots d'indexation de Google, de Yandex, de Bing, etc. Mais il y a tous les robots, oui, qui viennent du dark web, hein, qui sont disponibles là, qu'on peut louer ou acheter ou simplement utiliser. Alors, je ne sais pas s'il faut 72 heures.
Voilà. Oui, c'est possible, monsieur Milcan. Je vois, oui, c'est possible. Je ne sais pas en combien de temps ils le font, mais c'est pas très, très important de savoir qu'ils le font en 60 heures, 72 heures. Ce qui compte, c'est qu'ils vont y arriver. C'est ça. Hein, donc, voilà. Mais en fait, quand vous vous connectez, si vous n'êtes jamais connecté sur Internet, la première fois que vous allez connecter, si on surveille les logs, etc., de toutes vos connexions, on va constater que 3 minutes après, ça commence. Tout simplement. Ça commence. Parce que là, on parle d'un robot, mais il y en a des milliers qui tournent. Hein, donc, s'il y en a qui met 72 heures, je ne sais pas quelle heure il a démarré initialement, mais il y a les autres qui suivent. Hein, donc, c'est en permanence. Hein, donc, voilà. Alors, je vous ai mis quelques captures d'écran, des exemples. Il y en a des récents, des moins récents. Comprendre que si l'administration communale de Liège, c'est fini maintenant, bien sûr, mais quand elle a été bloquée, si vous devez partir en vacances et que vous avez besoin d'un passeport, vous êtes une victime collatérale parce que vous n'allez pas avoir votre passeport, tout simplement. Quand on prend le cas de Vivalia, le groupe hospitalier dans le Luxembourg, on a pu prendre le Choipi aussi à tourner. Ça a été rude comme cyberattaque. Là, ce sont des vies qui sont mises en danger, clairement, par des gens qui n'ont absolument aucune morale, aucune éthique. Le barreau de Charleroi, voilà, c'est arrivé aussi, parce que le barreau de Charleroi, c'est une cible stratégique, je ne crois pas. En fait, voilà, quand on vous dit que tout le monde peut être une cible, voilà, il y a même un McDo là qui a été touché. En fait, tout le monde est une cible. Ça peut arriver absolument. La commune de Fleuref, pareil. La commune de Fleuref, la commune d'Anvers aussi, a été complètement mise à l'arrêt. On compare Fleuref et Anvers, c'est pas la même taille quand même. Bon, pour vous dire que c'est possible absolument, absolument partout. Alors, pourquoi on l'a dit, je pense que ça, c'est un peu une répétition. La différence, c'est que pour une PME, pour une TPE, les conséquences d'une cyberattaque, ça peut être absolument dramatique. Si je prends l'exemple que j'ai connu à titre opérationnel, quand j'étais à la police judiciaire, l'attaque sur le Choipi, centre hospitalier Wallonie-Picarde, il a fallu un an pour reconstruire les systèmes. Et ça a coûté très très cher, évidemment. Ça a été très très difficile. Mais une PME peut tenir un an pour reconstruire ses systèmes? Je ne crois pas. Si je prends un exemple ici, c'est déjà on ne sait pas si on parle encore de PME, parce que là, il y a quand même 700 salariés. Mais après 6 mois, ils ont dû constater qu'ils n'en sortaient pas. Et ils ont mis la clé sous le paillasson. Et c'est 700 personnes qui se retrouvent sur le carreau. 700 personnes, plus les conjoints, plus les enfants, plus les sous-traitants, les fournisseurs. Enfin bref, c'est un peu plus que 700 personnes qui sont impactées par ça. Voilà. Après 6 mois, ils n'ont pas pu se relever. Alors ici, c'est un chapitre important, parce que quand on dit aux gens, enfin aux entreprises, aux indépendants qui doivent se protéger, qu'est-ce qu'il faut protéger? Évidemment, la valeur financière de l'entreprise. Parce qu'une cyberattaque, ça va coûter cher, j'ai dit. Il y aura tous les frais de diagnostic, parce que si on est attaqué, il faut savoir comment c'est arrivé. Il y a les frais de remise en service des systèmes. Il faudra faire appel à des consultants, à des prestataires informatiques, etc. Tout ça, ça coûte. Mais il n'y a pas que ça. Il y aura des compensations peut-être financières pour des clients, pour des fournisseurs. Il y aura des frais juridiques. Si on a dérobé les données à caractère personnel des clients, par exemple, vous êtes tenu de les avertir, les clients. Si vous avez 1000 clients, ça fait déjà 1000 recommandés. Je ne sais pas combien de recommandés maintenant, 7, 8 euros, je ne sais pas. C'est un exemple. Mais vous pourriez aussi avoir des clients qui pourraient attenter, ou un fournisseur, qui pourrait attenter une action en justice, en estimant qu'il a été vraiment victime de votre négligence, si vous n'avez pris aucune mesure, bien sûr. Il y a des amendes, il y a les frais possibles, amendes potentielles, elles ne sont pas systématiques, mais elles sont potentielles. Il y a peut-être des frais pour la mise en conformité. Si vous devez adapter votre matériel, vos logiciels, il y a peut-être des frais pour ça aussi. Une prime d'assurance, le cas échéant, elle va augmenter. C'est comme quand on a un accident de voiture, généralement.
Ça, ce sont pour les coûts directs. Après, il y a des coûts indirects. Moi, je ne peux pas vous les lister, je ne les connais pas, mais il y a toujours des coûts indirects. Alors, justement, tu parles d'assurance et on pose ici la question, mais que valent les assurances proposées par les compagnies d'assurance pour se couvrir contre la cybercriminalité? Tu as un peu une idée de ce que ça propose et du Alors, coût, je du cas connais, de l'utilité de ce genre de proposition? je connais pas tous les contrats. Bien sûr. Je connais en tout cas une grande compagnie en Belgique, mais il y en a d'autres qui proposent d'assurer contre le cyberrisque. Il faut quand même lire le contrat, voir ce qui est assuré. En principe, de toute façon, la compagnie ne va pas payer une rançon. En principe, ils ne font pas ça. Mais avant, ce que je sais par contre, c'est que avant de décider d'accorder l'assurance au candidat, il faudra que ce candidat démontre qu'il a déjà pris des mesures. Moi, j'ai un formulaire confidentiel d'une grande compagnie. Je pense qu'il y a une petite centaine de questions euh, pour le candidat auquel il doit répondre. Voilà, est-ce que vous avez sensibilisé votre personnel? Est-ce que vous avez des antivirus? Est-ce comment vous avez des backups? Enfin bref, il y a une petite centaine de questions et il y a une évaluation qui est faite et c'est sur base de ça que la compagnie décide d'assurer ou pas. Si clairement vous n'avez pris aucune mesure, vous êtes nulle part en cybersécurité, mais absolument au point zéro, je doute fort qu'une compagnie accepte de vous assurer, ou alors à quelles conditions, hein. Ça, il faudra voir dans le contrat, hein. Voilà. Donc, c'est le message qu'il faut retenir, c'est que en préalable d'une assurance qui est vraiment utile, il y Oui, aura des conditions, comme d'ailleurs sur l'ensemble des problèmes et des litiges qu'on peut rencontrer dans d'autres domaines, il y oui, aura des conditions qui bien sûr, seront indispensables. bien Et donc, sûr. il faut, indépendamment de l'assurance, pas croire que l'assurance va régler votre Ah problème. non, 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 pas du tout. Et puis les primes vont varier en fonction aussi du risque qui va être couvert, hein. Bon, ils Tout à vont, fait. voilà, ça c'est clair. C'est comme pour les jeunes conducteurs, les conducteurs les plus anciens qui n'ont pas d'accident, ils payent moins. Enfin bref, voilà, c'est le bonus-malus, mais c'est la même chose, c'est exactement le même principe. Voilà. Pour un commerce, en tout cas, c'est important d'avoir une bonne réputation parce qu'il faut protéger sa valeur réputationnelle, hein. Alors, si vous êtes cyberattaqué, ben, vous risquez de perdre un peu de notoriété, vous allez perdre des clients, les fournisseurs qui vont peut-être pas être contents non plus, hein. Euh, cette, cette relation de confiance que vous avez avec les clients, avec les fournisseurs, avec les prestataires financiers, avec les banques, elle se construit au fil du temps, hein. On sait qu'il faut parfois beaucoup de temps pour construire quelque chose, mais il faut très peu de temps pour le détruire. Et une cyberattaque, c'est ce qui peut arriver. Si vous perdez des clients parce qu'on dit non, je vais pas chez lui, toutes mes données se sont déjà envolées dans le darknet, c'est pas possible, je vais plus chez lui, on perd des clients, bah, forcément on perd du chiffre d'affaires aussi. Euh, les banques vont pas non plus être, vont être moins faciles, peut-être si vous avez besoin d'un prêt pour continuer l'activité, etc. Bah, je suis pas sûr que ce sera aussi simple. C'est déjà jamais simple de toute façon, mais ce sera encore plus compliqué après une cyberattaque. Il y a une réputation miroir aussi. Ce que beaucoup de victimes ne savent pas, c'est qu'ils ont une réputation miroir dans le monde des cybercriminels. Si on apparaît comme étant une cible facile pourquoi? Ben parce qu'on paye facilement la rançon, ou bien parce qu'on ne corrige pas les failles, tout simplement. Après un mois, les mêmes failles sont toujours présentes. Ça circule dans les forums, dans le dark web. Ça circule, on s'échange les bonnes infos. Eh bien, ce ne sera pas une cyberattaque, ce sera 2, voire 3. Donc ça, c'est la réputation miroir. Ensuite, on a la valeur intangible. C'est quoi? Ben, vous risquez de perdre un avantage concurrentiel. Vous risquez de perdre une propriété intellectuelle sur quelque chose qui était stocké sur votre serveur. Vous pourriez perdre un projet recherche et développement, hein. Donc ça, ce sont la valeur intangible. Et enfin, la valeur humaine. Ben, la valeur humaine, oui, encore une fois, croyez-moi sur parole, pour l'avoir vécu en tant que professionnel, hein, j'ai vu que ça pouvait générer énormément de stress, hein, chez des informaticiens qui subissaient une pression énorme après une cyberattaque. Ça peut provoquer des burn-out, ça peut nécessiter un soutien psychologique
Pour les employés, ça peut aussi entraîner une perte de motivation. Voilà, ça peut. Et puis, si en tant que patron ou patronne, vous n'en sortez pas, bah, la valeur humaine, vous allez devoir licencier. Peut-être mettre d'abord au chômage technique pendant quelques temps, et puis peut-être après, comme on l'a vu avec l'exemple de la société française, là, après 6 mois, et devoir licencier le personnel. Donc la valeur humaine, c'est important aussi. C'est pour ça que prendre des mesures de cybersécurité, c'est une démarche créatrice, hein, finalement, de valeur pour la confiance, pour la réputation. Et c'est un argument tout à fait positif à faire valoir de prendre ces mesures en externe. Bah, ça va vous aider vis-à-vis, si vous êtes un sous-traitant, bah, votre donneur d'ordre, il va voir votre client que vous fournissez, il va voir que vous prenez des mesures. Ils sont obligés maintenant, les grandes entreprises sont obligées de surveiller leurs fournisseurs, leurs sous-traitants. Ils sont obligés. C'est la directive Nice 2, ils sont obligés de vérifier s'il y a des mesures qui ont été prises. Donc, vous allez être scruté. Donc, si vous avez pris des mesures où vous montrez que vous voulez faire aller dans la bonne direction en matière de cybersécurité, eh bien, voilà, c'est une bonne démarche à faire. En interne, bien sûr que ce sera plus facile aussi de travailler avec un système qui aura été mis à jour et que les failles auront été corrigées après un bon audit de sécurité ou un test de pénétration. Donc voilà, en tout cas, c'est les 4 grandes catégories de valeurs qu'il faut absolument protéger. C'est la priorité absolue pour toute activité en ligne. Il n'y a pas de questions? Pas de questions pour l'instant, tu peux continuer. Ok. Bah, revenons sur notre cyberattaque. Les cyberattaques, ça se décompose toujours en 5 phases. On va pas ergoter, parfois il y en a qui en trouvent 6, mais bon, en tout cas, avec 5, on est déjà pas mal. On a cette phase de reconnaissance d'abord, hein, évidemment. Si je veux attaquer le SNI, au hasard. Ah bah voilà. Bah oui. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Je vais me renseigner. Ah, je vais essayer de trouver des gens qui ont des places intéressantes au SNI. Parce que je vais préparer un petit spear phishing, peut-être. Hein, on en parlera peut-être un peu après. Donc, je vais me renseigner sur le SNI. Le site web se fait avec quoi, qui travaille au SNI, qui travaille à la compta, qui travaille aux ressources humaines. Bref, c'est toujours très intéressant. Et ça se fait... Voilà, il y a des publications. Le SNI publie des revues. Ils sont présents dans des salons, etc. Bien, ça donne plein d'indications. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais ça donne pas mal d'indications. Il y a des photos. On peut trouver les gens comme ça. Et on fait cette reconnaissance avec des outils totalement gratuits. Hein. Je précise que là, pour les cybercriminels, c'est investissement zéro. Hein. C'est absolument gratuit. De très bons outils qui automatisent tout ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ma reconnaissance, eh bien, j'ai fait mon phishing, mon spear phishing, et ça a fonctionné. Ça a peut-être pris 2 mois, 3 mois, mais ça a fonctionné. Et maintenant, quelqu'un au SNI m'a donné la clé de la porte d'entrée. Donc, je peux passer à la phase numéro 2, qui est l'exploitation initiale. Hein. J'ai accès au système, donc je vais escalader, comme on dit. Hein. Je vais monter en privilège dans le système jusqu'à obtenir les droits d'administrateur. Alors là, c'est vrai qu'il faut un peu de connaissances, sauf que, encore une fois, il y a des outils qui se louent dans le dark web, c'est les ransomware as a service, hein, donc on loue un système déjà tout prêt, voilà, et on n'a plus qu'à cliquer sur les bons boutons et ça marche tout seul. En tout cas, j'ai mon exploitation initiale, je suis rentré, j'ai les privilèges, je suis administrateur. Je suis dans l'établissement de la persistance, dans la 3e phase, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire puisque je suis le grand marabout du système informatique du SNI, eh ben, je peux me balader dans tout le système. Ce sont les mouvements latéraux. Je vais aller voir à gauche, à droite, à la comptabilité, aux ressources humaines, à l'informatique, pourquoi pas. Je vais aller voir partout. Je peux me promener dans tout le système. Je vais passer à la phase suivante, qui va être collecter des informations, les exfiltrer, et puis je vais placer mon petit exploit. L'exploit, c'est le ransomware, c'est le petit logiciel, le petit bout de code qui va aller crypter toutes les données et rendre les serveurs du SNI absolument inexploitables, mettre par terre le SNI au niveau informatique. Pourquoi est-ce que j'ai exfiltré les données? Parce que les hackers, ils ont bien compris, si je reprends toujours le cas des hôpitaux,
Les hôpitaux ne payent pas les rançons, hein, donc ils sont déjà en déficit, donc ils ne vont pas payer les rançons. Donc c'est pas très intéressant pour un hacker. Mais avant ça, il a exfiltré les données parce que les données vont se revendre sur le dark web, évidemment. Et on fait ça pour la plupart des entreprises. Okay. Donc voilà, ça ce sont les 5 phases classiques d'une cyberattaque. Comment ça se passe? Alors ça se fait de manière automatique, ça se fait aussi de manière manuelle. Sachant que, évidemment, la manière manuelle, c'est la plus dangereuse parce que ça va dépendre du degré de technicité, de la qualité du cybercriminel qui sera aux manœuvres, hein, bien sûr. Alors, je parlais de phase de reconnaissance. Je prends un exemple. Le site web du SNI, avec quoi il est fait? Qu'est-ce qui tourne là derrière? C'est un serveur Apache. C'est quoi le CRM qui est utilisé? Voilà. Je vois ici, alors c'est qu'un extrait, hein, je n'ai pas tout mis, bien sûr. Hein. Ah, on espère bien. Comment? On espère bien que tu n'as pas tout mis. Non, mais tout le monde peut voir ça. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de. Tout ce que je montre là, tout le monde peut le faire. Hein. C'est absolument pas compliqué. Hein. C'est absolument pas compliqué. Tu vois que pour le marketing, on utilise FlexMail. Ok. Je confirme. Oui, je me doute. Et puis, ça, c'est juste la première indication. Après, je vais aller voir quelle est la version de FlexMail qui est utilisée. Quelle est la version de PHP qui tourne là derrière? Ça, c'est une version, c'est pas la dernière version, c'est la version. On a manqué 2 mises à jour. C'est un exemple, hein, je dis pas que c'est le cas. Ah, alors, si c'est la version Intel, je vais aller voir les failles de sécurité sur cette version. Et ainsi de suite. Comme ça, je vais me renseigner, voilà, faire ma petite reconnaissance. Après, j'ai trouvé quelqu'un qui a l'air d'avoir une belle place à SNI, c'est un certain Christophe Robercy. Je vais aller voir. Ce webinaire, je ne savais pas tout ça. Ah, ben voilà. Voilà, alors j'ai construit mon petit, c'est un CSE qu'on appelle ça, Custom Search Engine, j'ai construit mon petit moteur de recherche Google à moi tout seul, qui va voir sur les réseaux sociaux, sur base d'un mot-clé, d'une phrase, d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone, n'importe quoi. Et je vois que Christophe Robercy, il publie sur les réseaux sociaux, il est surtout actif sur LinkedIn, hein, j'ai mon petit graphique, un peu sur Facebook aussi, beaucoup moins sur Twitter. Voilà, donc ça donne déjà une idée. Je peux voir bien sûr ce qu'il a publié, hein. J'ai des extraits, c'est clair. On va pousser le bouchon un peu plus loin, je vais aller voir le compte Twitter, toujours avec des outils gratuits, hein. Et je vois à quelle fréquence il publie, à quelle heure du jour, de la journée, enfin si c'est plutôt le soir, le matin, à midi, etc. Je peux même faire de l'analyse de sentiments. Je peux voir ces tweets s'ils sont positifs, neutres, négatifs. Voilà. Tout ça, c'est très facile à voir. Ça va m'aider peut-être en voyant ce qu'il publie. Donc, je vois ses sortes d'intérêts, en tout cas professionnels, et ça va m'aider pour faire un spear phishing, hein, un truc auquel il va réagir, évidemment. Alors, si je lui dis qu'il a gagné à la loterie Microsoft de Bill Gates, il va pas marcher. Mais si je peux faire ça un peu plus proprement, peut-être. Alors, on peut voir les documents aussi, hein, qui ont été publiés par le CNI, hein. Ici, j'ai encore mis qu'un petit extrait, mais on peut trouver des documents PDF, des docs, des fichiers Excel. C'est bien les fichiers Excel, parfois, avec les webinaires, avec les noms, les adresses mail, les numéros de téléphone et tout ça. On les retrouve parfois dans les fichiers Excel, c'est bien. Des PowerPoint, des fichiers même OpenOffice ou des fichiers compressés. On peut retrouver ça très facilement. Pour autant que ce soit mis sur un serveur quelque part, voilà, on va les chercher. Pour autant que Google l'ait indexé aussi. Après, ça aussi, ça marche très très bien. LinkedIn, c'est une mine d'or, hein, pour faire de la recherche. Pas que moi qui l'utilise, hein, je vous le dis franchement. Les Chinois, ils les recrutent beaucoup sur LinkedIn. Donc voilà, j'ai demandé des gens qui travaillent au CENI très, très rapidement. Je vois Charlotte, je connais Charlotte. Charlotte est en relation avec Pauline Moulin. Pauline Moulin, ça me dit quelque chose aussi, mais elle n'est pas au SNI, Pauline Moulin. Et voilà, via, hein, quand on ne sait pas rentrer par la porte, on essaie de rentrer par la fenêtre. C'est le principe. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça la phase de reconnaissance. Après, il y a les failles 0D. Alors, c'est quoi une faille 0D? Alors justement, j'allais te poser la question, c'est quoi une faille 0D? Eh bien, justement, je vais répondre alors.
Ben, une faille 0D, c'est une vulnérabilité comme les autres, sauf qu'elle n'est pas connue. Sauf de celui qui l'a trouvé, bien sûr, mais c'est pas une faille qui a été encore reconnue. Elle est encore très très confidentielle et on va essayer de la garder le plus confidentielle possible, évidemment, pour ne pas que justement on fasse une mise à jour, qu'on corrige cette faille en modifiant le code. Et ça va se monnayer. Ça va se monnayer très très cher. Peut-être vous avez entendu parler de Pegasus, ce logiciel espion qu'on met dans les smartphones des chefs d'État, des journalistes ou des dissidents, des gens qui dérangent, qui permet d'écouter, enfin de faire absolument, de savoir tout ce qu'ils font. Ben, c'est une faille 0D au départ. C'est une faille 0D qui a été rachetée par une société tout à fait commerciale, enfin qui a pignon sur rue, société israélienne qui rachète. Alors les sociétés commerciales rachètent les failles 0D, où ça? Dans le dark web. Et pour une faille 0D, ils vont payer 100, 200, 300, 400 000 dollars parfois pour racheter cette faille pour pouvoir l'utiliser dans leur logiciel. Voilà. Donc, les failles 0D, c'est très, très critique, évidemment. Alors, ça, c'était PrestaShop. Hein. Donc, beaucoup de commerçants utilisent un petit module PrestaShop sur leur site WordPress, etc. Donc, ça a rendu leur site totalement vulnérable. Création de fausses pages sur les sites web, redirection des clients vers d'autres sites web, le vol d'informations sensibles, et ça c'est toujours délicat, quand vous perdez les données à caractère personnel de vos clients, hein, c'est quelque chose qui est très très sensible. Votre hébergeur va détecter qu'un souci, il va vous déconnecter, c'est fini le site web, il n'y en a plus, vous êtes blacklisté par les moteurs de recherche, puisque vous êtes un site pirate, hein, piraté, mais considéré comme un site pirate aussi. Vous envoyez des spams automatiquement via le plugin PrestaShop et en plus le site web devient très lent. Et d'autres choses encore. Donc, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé et qui a été un petit peu embêtant pour beaucoup de commerçants indépendants. Donc l'attaque par déni de service, j'en ai déjà touché un mot, c'est lorsque un cybercriminel utilise un réseau de botnets, ce qu'on appelle des PC zombies. Donc, ce sont tous des ordinateurs qui sont piratés. À l'insu des gens, bien sûr, c'est des ordinateurs de particuliers ou d'entreprises, voilà, il y a un petit malware qui est installé dessus. L'antivirus n'a pas détecté, donc on ne se rend pas compte, tout va bien, sauf que l'ordinateur piraté, il va être mis dans un réseau, ce qu'on appelle le PC zombie, le botnet, hein, c'est tout ça, botnet. C'est un ensemble, ça peut être 10 000, 30 000, 40 000 ordinateurs qui sont reliés ensemble et qui sont pilotés par une personne qui a son commande CNC, on appelle ça command and control, et il va lancer une attaque sur sa cible, sur un site web. Il va bombarder, en fait, les 10 000, 20 000, 30 000 PC qui sont liés, là, vont lancer des requêtes sur le site web en même temps. Évidemment, il n'y a aucun site web qui peut tenir très longtemps à ce rythme-là. Et le site, il tombe. Donc, le site est tout simplement inaccessible. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne détruit pas les données. Ça les rend simplement inaccessibles. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que quand... Excuse-moi de t'interrompre, mais qui est dans la foulée de ce que tu expliques. Comment faire pour déblacklister des adresses e-mail qui sont considérées erronément comme blacklistées? Il va falloir prendre contact avec le service qui a blacklisté. Il y en a quelques-uns sur Internet. Hein, il y en a certainement au moins une trentaine, hein, facile. Et c'est comme quand on doit contacter Facebook, Google, etc. pour des publications qu'on veut faire retirer sur YouTube ou ailleurs. C'est au cas par cas. Encore une fois, il va falloir s'armer de patience et je suis pas sûr que connaissant en pratique comment ces GAFAM travaillent, je suis pas sûr que la réponse va être positive ou rapide, en tout cas. Donc, non, il faudra prendre contact au cas par cas, service par service, et expliquer que voilà, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est pas une erreur, hein, c'est parce qu'on a été victime d'une attaque. Hein. Ça n'arrivera pas pour un délit de service, hein, mais pour ce qu'on a vu avant, oui, c'est possible, bien sûr.
d'expérience, on a déjà dû effectivement être en contact avec les GAFA et je te confirme que c'est compliqué, que c'est lent et qu'il faut s'y reprendre à plusieurs. J'ai été en contact avec eux pendant 20 ans, donc déjà expliquer, avoir un contact en Belgique, on n'a pas de contact national, à Microsoft. Enfin, c'est Microsoft Belgique qui a dû expliquer à Microsoft, le siège aux États-Unis, que c'était bien qu'on envoie les réquisitions judiciaires à Microsoft Belgique et pas aux États-Unis. Il a fallu 1 an pour comprendre ça, hein. Parce que normalement, simplement savoir qui a créé un compte chez Microsoft, un compte Outlook ou voilà, ou Hotmail, eh bien, il faut une réquisition. Ça part aux États-Unis, ça doit être débattu, voir si ça correspond aux lois américaines, etc. C'est ultra compliqué. Donc, pour ça, on est passé par Microsoft Belgique, par des astuces juridiques, hein, ça a fonctionné comme ça. Mais sinon, on était parti pour 1 an d'attente pour avoir simplement à savoir qui avait créé un compte, hein. Donc, c'était. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils acceptent de nous répondre parce qu'on a un point de contact national. Ils ne reçoivent pas des demandes de tous les 40 000 policiers de Belgique. C'est un point de contact et ça fonctionne. Mais s'ils décident demain de ne plus répondre, je ne sais pas quel tribunal va les obliger à le faire. Ça a déjà été fait avec Yahoo. Et Yahoo s'en fiche complètement. Ils disent qu'ils n'ont pas de bureau à Belgique, donc ils s'en fichent complètement et ne répondent pas aux réquisitions. Enfin, bref, je sors un peu du sujet si je m'écarte. Non, mais ça montrait l'importance et la difficulté de. Oui, non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, il est arrivé de dire à des victimes pour lesquelles il y avait des publications sur YouTube, etc., dire, demandez vous-même qu'on retire la vidéo, parce que nous, ça va prendre 6 mois. Vous, ils vont peut-être vous répondre dans 3 heures ou demain. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Okay. Alors, pour terminer avec les attaques par des services, regardez, chaque fois que la Belgique vote, il y a une résolution en faveur de l'Ukraine, 2 heures après, le site, la chancellerie du Premier ministre est attaquée, on n'a plus accès au Parlement, on n'a plus accès au site, à certains sites fédéraux, etc. C'est d'office, 2 ou 3 heures après, c'est parti. Voilà. Donc, ça ne vole pas, ça ne détruit pas de données, ça empêche simplement l'accès. L'attaque de l'homme du milieu, alors ça se pratique toujours beaucoup, hein. Qu'est-ce que c'est l'attaque de l'homme du milieu? Comme on peut le voir, je ne sais pas ce qu'on a entendu. C'est un hacker qui va aller s'intercaler entre votre ordinateur. Pardon? Pas de problème, c'était simplement une icône qui apparaissait chez moi. Ok. Donc, c'est simplement le hacker va se mettre entre deux. Je te rassure. Entre deux services, hein, entre un serveur, votre PC, etc. En fait, il va intercepter tout ce qui se passe entre le service et le lien Internet. C'est pas compliqué à faire. Franchement, je l'ai déjà fait à des fins de test, évidemment. Pas très très compliqué à faire d'usurper un site web. Je vais très bien, je vais pas le faire là, mais je pourrais très bien me mettre là au milieu et me faire passer, intercepter tout ce qui passe vers le site du SNI et me faire passer pour le SNI, bien sûr. C'est tout à fait possible. Donc l'objectif, détournement de session, j'en parlerai avec la gestion des mots de passe parce que c'est quelque chose qui est utilisé, notamment dans des choses un peu difficiles pour l'instant, au niveau de la double authentification. Donc on peut usurper l'adresse IP d'un site, bien sûr, se faire passer pour le site en question et intercepter tout ce qui se passe. L'attaque par mot de passe, donc ce qu'on appelle la brute force attaque. Pourquoi ça existe? D'abord, il faut expliquer un petit peu que on a des statistiques quand même qui disent que près de la moitié, 46% des utilisateurs, utilisent toujours un mot de passe de 8 caractères ou moins. Genre Alex 1984, Doudou 66 et des choses comme ça. Il y en a encore beaucoup. C'est clairement une mauvaise pratique. Un Belge sur 3 qui communique son mot de passe à d'autres personnes, ça se comprend, parfois, c'est aux collègues de travail, parce que si on est malade, en congé, il faut avoir un backup. Sauf qu'il y a des solutions qui permettent d'éviter de faire ça, mais dans la pratique quotidienne, c'est comme ça que ça se passe, ou simplement à son conjoint, son mari, sa femme, voilà, on a le mot de passe pour Facebook et pour autre chose. Alors,
Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Quand il y a une séparation, après, bah, ça fait un peu de travail pour les services de police parfois. Alors, 25% quand même des utilisateurs utilisent le même mot de passe dans la vie privée et la vie professionnelle. Alors, j'ai bien dit le même mot de passe, donc il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un en tout et pour tout. Et on l'utilise pour tout, pour son compte Facebook, Instagram, Snapchat, et son compte sur le SNI aussi, si on travaille au SNI. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la catastrophe. Je rappelle que le facteur humain, c'est le premier maillon faible, et que grosso modo, 9 cyberattaques sur 10, bah, si elles sont possibles, c'est parce que ça commence par un phishing. Enfin, ça a commencé par un phishing pour avoir les clés de la porte d'entrée. Donc, voilà ce que c'est qu'une brute force attaque. Simplement, on utilise des dictionnaires, ce sont des fichiers texte qui contiennent des dizaines, voire des centaines de millions de logins et de mots de passe qui sont disponibles sous forme de fichiers texte dans le dark web. On va collecter ces fichiers. On va utiliser un bout de script, hein, bien sûr, je ne rentre pas dans les détails, et on va tester. On va tester bêtement, c'est pour ça qu'on appelle ça la brute force, hein, on va attaquer bêtement, on va tester chaque mot possible pour trouver le mot de passe. Et on fait ça comment? Bah, en utilisant un PC avec des cartes graphiques très puissantes, hein, des cartes de gamer. Là, je montre un exemple, il y a 8 cartes graphiques. C'est un PC amateur, mais c'est un PC police. Hein. C'était un PC qui était dans mon service. Il doit toujours y être. Ça permet, grosso modo, de tester 12-15 000 mots de passe par seconde. Ce qui est peu hein, par rapport à d'autres systèmes. Mais bon, ça dépanne en tout cas. En tout cas, voilà un tableau qui montre combien de temps, statistiquement, plus ou moins, il faut, on n'est pas à une seconde près, on ne va pas chipoter, mais combien de temps il faut pour casser un mot de passe en fonction de sa robustesse. Donc, je prends, si vous avez un mot de passe uniquement avec juste des lettres minuscules, même s'il fait 12 positions, bah, il faudra peut-être 14 heures. Voilà. Donc, ça veut dire que les mots de passe, ils doivent être un peu plus compliqués que ça. Moi, généralement, les miens sont au-dessus de 20 positions. Donc, je suis assez tranquille. Il faudra quand même quelques trillions d'années avant qu'on casse mes mots de passe, normalement, sauf quand peut-être on arrivera à l'informatique quantique, là. Ce sera un autre problème. Donc, mauvaise pratique ou très mauvaise pratique, c'est un seul mot de passe en tout et pour tout. Forcément, quand il est compromis, vous allez pouvoir tester d'ailleurs vos mots de passe. S'il est compromis, ben, on perd le contrôle de tout. D'avoir les mêmes mots de passe pour le privé et le professionnel. Il faut toujours séparer le privé et le professionnel. Pas les mêmes mots de passe, des mots de passe trop courts. Alors, je vous dis, il faut 12 caractères minimum, mais si on peut mettre plus, c'est pas plus mal. Ceci étant dit, ça ne suffira pas. On oublie les Alex 84, les Doudou 66, etc., la plaque de voiture, le nom du chien. Et surtout, si on n'utilise pas la double authentification, là, c'est très, très problématique. On y revient tout de suite. Presque tout de suite. L'ingénierie sociale, j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Ce sont des techniques de manipulation. Tromper le cerveau, ou tromper l'attention, ou en manipulant tout simplement psychologiquement les gens, pour les inciter à partager des données confidentielles, des données à caractère personnel, des données sensibles, ou à effectuer des actions. Action, c'est généralement faire un virement bancaire important. J'ai connu un cas avec une entreprise qui a fait 2 virements de 500 000 € sur la même journée à un escroc. Donc voilà, l'escroc, il va jouer sur l'empathie, sur l'autorité, c'est vraiment une technique de manipulation complète. Ce sont des gens qui maîtrisent très très bien la psychologie et qui savent jouer là-dessus, bien sûr. Alors, voilà, ça c'est simplement un récapitulatif. Vous avez le temps sur Netflix, il y a un documentaire sur Gilbert Chicly. C'est le roi de l'arnaque au président. Hein. Lui, c'est des dizaines de millions qu'il a escroqué aux plus grosses entreprises en France et ailleurs, hein, pas qu'en France.
Et c'est vrai, la phrase que, devant un juge d'instruction qui disait « Mais c'est qui, vous n'êtes pas tout seul, c'est qui votre complice ?» Il a répondu « Non, c'est celui ou celle qui décroche le téléphone. » Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, cette arnaque au président, elle se fait uniquement avec un téléphone. Donc, il n'y a même pas d'informatique là-dedans. Hein. Donc, c'est juste de la manipulation par téléphone. Ouais, ça arrive partout. C'est arrivé, c'est un exemple, c'est arrivé à Tournai quand Madame de Donder n'était pas encore ministre, mais qu'elle était présidente d'IPAL. Le phishing, tout le monde connaît. Pourtant, j'ai dit, ça reste 90% de l'origine des cyberattaques. Alors, justement, est-ce qu'il y a d'autres types de phishing ou d'autres formes de phishing qui existent? Eh bien, j'en ai listé 3. Il y en a d'autres, bien sûr. Donc, ici, on parle de phishing, de spear phishing, de spoofing, mais on peut parler aussi de vishing. Donc, c'est par la voix, avec un appel téléphonique. On peut parler de smishing. C'est par SMS. Tout le monde a déjà reçu le SMS de Bipost avec le colis qu'il faut payer 5 € pour les frais de douane, des choses comme ça. On reçoit ça régulièrement. Donc, phishing. Il y a le quishing aussi, hein, par QR code, bien sûr. Aussi très, très développé. On trouve des QR codes un peu partout maintenant. Donc, ça marche aussi pas mal. Il faut se méfier, quoi. Il faut se méfier de tout. Il faut être un peu parano. C'est pas une maladie en cybersécurité d'être parano, c'est sûr. Donc le phishing, encore une fois, je ne sais pas, je vais pas trop m'attarder là-dessus, hein, parce que même si tout le monde clique toujours, tout le monde sait quand même ce que c'est que le phishing. Simplement, le spear phishing, c'est un phishing plus élaboré. Donc si j'ai bien fait ma phase de reconnaissance tout à l'heure, comme j'ai montré tout à l'heure, je vais pouvoir non pas faire un phishing générique, mais vraiment cibler une personne ou une entreprise, mais une personne, alors là c'est encore mieux, pour vraiment faire le bon texte pour inciter cette personne à cliquer là où je veux qu'elle clique. C'est le spear phishing. C'est très redoutable. C'est évident que les outils d'intelligence artificielle qu'on a maintenant aident aussi. Même si vous demandez à ChatGPT, écris-moi un mail de phishing, il va dire non, je peux pas, c'est pas éthique, je peux pas le faire, ok. Ne le fais pas, mais le phishing ou marketing, c'est la même chose. Il suffit de dire, fais-moi un email de marketing et il va le faire. Voilà, ça j'ai déjà testé ça aussi, où je lui demande, ben non, c'est pour une formation, c'est pour faire une démonstration, et là ça passe. Il fait le mail de phishing. Ça aide aussi. Alors, je vous montre 2 exemples. Je ne sais pas si on voit très bien l'écran. Ça, c'est une tentative que j'ai reçue la semaine passée, la It's Me. Voilà, ça se fait très, très fréquemment. Hein. J'ai très peu de phishing qui arrivent dans ma boîte, mais enfin, il y en arrive quand même. Donc voilà, ça c'était la semaine passée. J'en ai eu un autre qui venait de Flandre, enfin d'une administration flamande, pour me dire que j'avais un PV en Flandre. N'étant pas allé en Flandre, ça pouvait pas être possible. Et puis j'ai regardé les entêtes techniques du mail, forcément. Ça renvoyait vers une adresse Gmail, Mohamed, je ne sais plus quoi. Donc, c'était clairement pas une administration néerlandophone qui m'envoyait ça. Voilà 2 exemples, mais je pense que tout le monde a déjà vu ça assez souvent. Encore deux autres exemples. Vous voyez ici, j'ai parlé de spoofing. Alors, vous avez vu dans le slide précédent, le spoofing d'adresse mail, c'est ça. Hein. Vous avez l'impression au départ, quand on ne fait pas attention, que vous recevez un mail de Bipost. Mais quand on regarde d'un peu plus près, qu'on va voir un peu plus en détail, le Bipost Group, en fait, ça va voir jordanparis.com. Et jordanparis.com n'a rien à voir avec ça. Hein. Simplement, ils se sont fait spoofer, comme on dit, usurper leur nom de domaine. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça le spoofing. En fait, il y a une faille dans ce qu'on appelle le SMTP, ce qui est les protocoles de transmission des mails. Une faille qui existe depuis toujours, qu'on n'a jamais changé, et qui permet d'envoyer des emails au nom de n'importe qui. En fait, je peux très bien envoyer un mail serge@sninet.be, ça va passer. Voilà. Alors, comment on se protège? On ne communique évidemment pas de données sensibles, certainement pas par messagerie instantanée, ni par téléphone, WhatsApp, Facebook. Ça paraît tellement évident de le dire, ça me gêne même de dire qu'il ne faut pas faire ça, mais il faut constater que ça fonctionne. Il y a quand même des gens qui répondent à des messages
de la banque, soi-disant, qui leur demande de changer leur mot de passe via WhatsApp. Ça paraît un petit peu, ça paraît un peu hallucinant, mais ça marche. Donc c'est pour ça que je le mets quand même toujours. Toutes les pièces jointes, quel que soit le format, toutes les pièces jointes à un email, elles peuvent être piégées par un petit bout de code, un petit script qui sera intégré dedans. Donc voilà, il faut tout vérifier. Est-ce qu'on le fait? Non, on le fait pas. Objectivement, mais on ne vérifie pas tous les documents, toutes les pièces jointes, parce qu'on fait confiance au client mail. On se dit que le client mail, il va le bloquer pour moi. La plupart du temps, oui, il le bloque. Vous avez Office 365 qui bloque beaucoup de choses, mais il ne va pas tout bloquer. Avant de cliquer sur un lien, il faut regarder simplement, passer la souris sur le lien, c'est ce qu'on voit ici sur l'exemple, et on voit que le lien vers lequel il renvoie, si je clique, c'est pas très net, franchement, ça n'inspire pas beaucoup confiance, donc c'est clairement ici une tentative de phishing. Alors, comment est-ce qu'on se protège? En utilisant non pas un mot de passe en tout et pour tout, mais un mot de passe pour chaque compte, un mot de passe différent pour chaque login, pour chaque accès, chaque site web sur lequel on est inscrit. On utilise un mot de passe différent. Alors, c'est impossible à retenir. C'est pour ça qu'il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe. On y reviendra tout à l'heure. Moi, j'ai peut-être entre 250 et 300 logins mots de passe. Vous vous rendez bien compte que je ne connais pas mes mots de passe. Un petit truc, c'est de tester toutes ces pièces jointes sur un site. C'est Microsoft en fait, ça s'appelle Virus Total, mais c'est Microsoft qui est là derrière. Vous pouvez uploader toutes les pièces jointes là-dessus, et il y a grosso modo une soixantaine d'antivirus qui vont passer ça au crible, toutes les pièces jointes. Si tout est ouvert, en principe, on peut quand même faire confiance. Voilà, c'est vraiment le tout dernier virus que personne n'a détecté. Voilà, mais en principe, on peut faire confiance à ça, ça fonctionne bien. Le premier lien, c'est pour le faire manuellement, mais on peut le faire aussi de manière automatisée. Quand on télécharge quelque chose, je ne parle pas des pièces qui arrivent par mail, je parle quand on télécharge quelque chose sur Internet, on peut ajouter un petit add-on dans son navigateur. Il y a un lien ici qui renvoie vers l'extension. Cet add-on va s'installer dans le navigateur, et chaque fois que vous allez télécharger quelque chose, hop, il va passer sur Virus Total et il va analyser la pièce jointe. Voilà. On peut utiliser Virus Total pour aussi vérifier des liens Internet, etc. Alors, le typo-squatting, ça fait toujours partie de l'ingénierie sociale. C'est quand on va aller changer une lettre dans une adresse Internet, ce qu'on appelle une URL. On va changer une lettre, mais c'est invisible à l'œil nu, parce que là, bon, sur mon dessin, sur mon schéma, c'est clair. C'est pas comme ça dans la pratique, parce que avec la police de caractère utilisée sur votre ordinateur, vous ne savez pas faire la différence entre un I, un L, un 1. C'est pas toujours facile. Et ça, évidemment, les cybercriminels le savent, et c'est là-dessus qu'ils jouent. Donc, on ne fait pas attention, et puis personne ne vérifie des adresses très très longues. Voilà, personne ne fait ça. Donc, le typo-squatting, c'est vraiment une manipulation du cerveau humain, et ça fonctionne toujours correctement. Il suffit de voir, moi je vois régulièrement passer des noms de domaine typo-squattés, parfois un enregistrement de 50, 60 noms de domaine sur la poste, on a changé le O en 0, etc. Quand on voit passer ça, on se dit qu'une semaine après, il y aura toute une série de phishing qui vont arriver. Ransomware, je dis le dépôt de bilan n'est pas une option pour vous, bien sûr. Donc, le ransomware, c'est le bout de logiciel qui va aller crypter toutes vos données, les rendre inaccessibles, qui vont être exfiltrés pour être vendus dans le dark web. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Encore une fois, est-ce que vous êtes une cible potentielle? Oui. Même en tant que commerçant indépendant, même les particuliers peuvent être des cibles potentielles. Il ne faut pas être une cible stratégique, il ne faut pas être une centrale nucléaire. Non, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. Je veux, à titre d'exemple, CPS de Moucron, qui était victime d'une cyberattaque. CPS de Moucron, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup la Corée du Nord, la Chine ou la Russie. Non, tout simplement, il y avait quelque chose qui était exploitable, et ça a été exploité, tout simplement. Voilà. Et le CPS de Moucron, à lundi matin, parce que ça se passe évidemment toujours le soir, le week-end,
le lundi matin, quand le premier ou la première employé est arrivé, il n'y avait absolument plus rien, mais plus rien du tout sur les serveurs. C'est même pas crypté, ça avait été effacé de manière définitive. Voilà. Payer ou ne pas payer la rançon, la réponse est toujours non, il ne faut pas payer la rançon. Maintenant, c'est pas illégal, hein, chacun fait ce qu'il veut. C'est votre argent, en tant qu'indépendant, c'est votre argent, faites ce que vous voulez avec, mais vous n'avez aucune garantie que vous recevrez la clé de déchiffrement. Vous encouragez la cybercriminalité, hein, vous financez finalement la cybercriminalité. Et alors, je parle ici pour une administration publique, là, de manière éthique, on ne va pas utiliser l'argent public pour payer une rançon. Ça, ce serait très très mal vu, je crois. Voilà. Il y a un site qu'il faut toujours garder dans ses favoris pour les indépendants, c'est No More Ransom. C'est un partenariat public-privé. Beaucoup de services de police et des entreprises de sécurité comme Kaspersky et autres qui publient régulièrement des clés de déchiffrement. Parfois, on parvient à trouver les clés de déchiffrement. Donc, quand on a ces données cryptées, il ne faut pas les jeter tout de suite. On peut les garder, peut-être que dans 1 mois, 6 mois, 1 an, on pourra les récupérer, en tout cas une partie, grâce à ces clés de déchiffrement. L'alternative au paiement, c'est peut-être de restaurer des sauvegardes, quand on en a. Encore faut-il en avoir. Plutôt que de payer, on peut récupérer ces backups pour les restaurer. On verra qu'il y a des bonnes et des mauvaises politiques de backup aussi. Alors, les bonnes pratiques, mettre à jour ces équipements. J'ai connu des entreprises qui ont été très très impactées par des cyberattaques parce qu'ils n'avaient pas fait une mise à jour d'un pare-feu. Alors, c'est pas qu'ils avaient oublié de le faire, c'est qu'il y aura un parc informatique tellement important qu'ils n'avaient pas eu le temps encore de la faire. Évidemment, quand on a des dizaines de serveurs, on n'a pas le temps de faire tout de suite. Quand on en a 1 ou 2 serveurs, ça vaut la peine. Donc, il faut mettre à jour ces équipements tous les jours. Utiliser des logiciels authentiques, hein, bien sûr. Pas prendre des logiciels piratés parce que on veut gagner 150, 200 euros de licence. Non. Une chose qu'on oublie souvent, c'est quand on travaille avec des PC Windows, c'est qu'on est en mode administrateur. Avec son compte Windows, par défaut, on est en mode administrateur. À la maison, hein, je parle en entreprise, c'est différent. Mais chez soi, on utilise un compte administrateur, on a tous les droits sur son ordinateur. C'est pas une bonne pratique. Il faut un compte administrateur, bien sûr, mais pour l'usage quotidien, on utilise un compte normal, un compte utilisateur. Ça veut dire qu'on ne pourra pas aller faire des mises à jour sans rentrer des mots de passe, on ne pourra pas installer des logiciels sans rentrer dans les mots de passe, etc. Donc voilà, il y a certaines restrictions qui sont là pour protéger. Identifier les appareils ayant accès au réseau externe à l'entreprise, c'est clair. Il faut savoir ce qui sort. Si vous avez un fournisseur, est-ce que vous allez l'autoriser à brancher une clé USB sur votre serveur, sur votre ordinateur? Voilà. Et puis, il faut monitorer un petit peu son système d'information. Il y a des outils qui font ça de manière automatique et qui vous alertent quand il y a un problème. La gestion des mots de passe. Il faut que j'avance un peu, je crois, Christophe, parce qu'on est... Oui, effectivement, il est déjà 20h15. Oui. C'est encore un certain nombre de points à aborder, donc effectivement, ok, peut-être... on accélère. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir un mot de passe de 50 caractères, ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que il faut absolument le coupler à la double authentification. Il y a un petit QR code, c'est pas du phishing, c'est un vrai QR code, il n'est pas piégé. Testez, je vais pas montrer la démo par contre pour gagner du temps. Testez vos mots de passe, vos adresses mail en tout cas, pas les mots de passe, les adresses mail sur le premier site. Les 2 autres fonctionnent très bien aussi. Have I been pwned? Et vous verrez si votre adresse mail apparaît déjà dans une faille quelque part. Quand je fais ça dans une entreprise, généralement, à peu près la moitié des gens ont des résultats positifs. Enfin, positifs, c'est pas une bonne nouvelle, mais ils trouvent des failles en tout cas. Donc, un mot de passe, ça, je vais pas le montrer, sinon on va encore un peu ça non plus. Ok. Donc, je passe les deux petites démos, on va gagner 5 minutes comme ça. Donc, il faut absolument utiliser la double authentification avec vos logins mot de passe. C'est quoi?
ce sont deux choses. La première, c'est quelque chose que vous connaissez, vous êtes supposé connaître, c'est le mot de passe. Et la deuxième chose, c'est quelque chose que vous possédez, c'est votre empreinte digitale, votre reconnaissance faciale, c'est It's Me, c'est une clé de sécurité, c'est une application sur le smartphone avec des chiffres qui changent tous les 30 secondes. En principe, le hacker ne peut pas avoir les deux. Il peut avoir votre mot de passe parce qu'il est parti dans une fuite quelque part, mais il n'a pas votre empreinte digitale, il n'a pas votre reconnaissance faciale, etc. Donc c'est ça la double authentification. On parle aussi de MFA, Multiple Factor Authentication, c'est simplement quand on peut choisir, voilà, je veux me connecter sur mon compte iCloud, je peux choisir, c'est soit mon empreinte, soit ma clé de sécurité, etc. C'est la même chose, simplement je peux choisir le deuxième facteur. Donc il faut absolument faire ça. C'est impératif, même si vous n'avez pas des mots de passe super robustes, le fait d'utiliser la double authentification, ça va beaucoup vous protéger. Voilà à quoi ça ressemble sur Google Authenticator. C'est une application qu'on télécharge gratuitement. Ce sont ce qu'on appelle l'application rotation, avec des chiffres qui changent toutes les 30 secondes. Voilà, il faut utiliser ça. Quand vous vous connectez à votre compte, il va vous demander de taper les 6 chiffres. Le gestionnaire de mots de passe, ça c'est vraiment ce qu'il faut utiliser, absolument. Il y en a beaucoup sur le marché. Vous avez un seul mot de passe à retenir, c'est comme si vous aviez un coffre à la maison, il faut connaître la combinaison pour ouvrir le coffre. Ben ici c'est pareil, vous avez un coffre-fort numérique qui va tout gérer, mais vous devez évidemment connaître un seul mot de passe, c'est celui qui ouvre ce coffre. Et dedans, vous mettez tout ce que vous voulez. J'ai dit tout à l'heure que j'ai plus de 250, 300 logins mot de passe que je ne connais pas. Ils ont été générés automatiquement. Et ils sont là dans mon coffre-fort numérique, dans mon gestionnaire de mots de passe. C'est facile. J'arrive sur un site. Le gestionnaire, il est connecté à mon navigateur Internet. Il reconnaît, ce site, il est dans mon coffre. Eh bien, il va remplir automatiquement pour moi mon login et mon mot de passe. Voilà. Ça n'empêche pas que j'aurai la double authentification à faire avec mon smartphone après, mais je ne dois plus me tracasser pour générer mes mots de passe. C'est pour ça que je me permets d'avoir des mots de passe qui font entre 20 et 25 positions généralement. Et je ne les connais absolument pas. Voilà à quoi ça ressemble un gestionnaire de mots de passe, que ce soit sur PC, sur tablette, sur smartphone. Il y en a des... Voilà, Bitwarden, par exemple, est gratuit et fonctionne très très bien. C'est un bon système, gratuit et open source. Ça veut dire il n'y a pas de backdoor derrière, il n'y a pas de malware, il n'y a pas de freeware. Non, il est propre, il est net. Tout ça est clairement vérifié. Il y a OnePassword, il y a LastPass, il y en a d'autres. Les sauvegardes en cas de perte de données, les risques en cybersécurité, c'est pas que les cyberattaques, c'est qu'on peut avoir son ordinateur qui tombe en panne, on peut le casser, il peut tomber par terre, etc. Donc, il faut absolument faire des sauvegardes régulières en identifiant ce qu'il faut sauvegarder et débrancher le périphérique du backup une fois qu'on a fait la sauvegarde. Si on laisse le système de backup connecté, si on a une cyberattaque pendant la nuit, forcément que le backup il va être affecté aussi. Alors, on a un petit icône là tantôt, enfin un petit schéma qui montrait politique 3-2-1 en matière de backup. C'est quoi la politique 3-2-1 ? C'est 3 backups, dont 2 sur des supports distincts et 1 externalisé. Alors ça veut dire 3 backups, c'est un backup complet, un backup incrémentiel, un backup différentiel par exemple, sur 2 supports différents. Ça peut être sur un disque externe, sur un NAS, voilà, 2 choses différentes, et un externalisé, ça peut être dans le cloud, tout simplement. Ou sur un disque portable qui ne reste pas dans le magasin, que vous prenez chez vous, tout simplement. Mais dans le cloud, ça fonctionne bien aussi. Voilà, donc ça c'est la politique 3-2-1, c'est celle qui est fortement recommandée en tout cas. Conseil pour vos sauvegardes, faites-les régulièrement, en principe tous les jours. Identifiez correctement les supports sur lesquels vous allez les mettre. Quelles données doivent être sauvegardées ? Il faut les planifier. Il faut les protéger. Donc, c'est vrai que si vous mettez sur un disque externe, ça doit être chiffré. Il faut tester. Ce que beaucoup de gens ne font pas, c'est qu'on fait la sauvegarde, mais on la teste jamais.
Résultat, un jour, quand on doit restaurer, on se rend compte que finalement, il n'y a rien sur le disque de sauvegarde parce que ça n'avait pas fonctionné et qu'on n'a jamais testé. Voilà, il faut aussi, pas que les données, il faut aussi sauvegarder les logiciels indispensables au fonctionnement de l'entreprise. Des solutions de sécurité, alors je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure parce qu'on parle de solutions vraiment plus importantes que ce que j'aborde ici. Moi, je parle simplement de petites solutions de sécurité qui coûtent 80 € par an à peu près, qui fonctionnent bien, mais qui gèrent les sauvegardes, les restaurations, l'antivirus, qui surveillent les adresses mail dans le dark web, ça n'apparaissent pas dans des fuites, voilà, qui font la protection contre le crypto mining, etc. Donc, plein de choses qui sont intéressantes, qui vérifient les sites internet sur lesquels on va s'ils ne sont pas piégés. Ouais, ça coûte entre 80 et 100 € pour une bonne solution par an. Ça vaut la peine. Voilà des exemples. Je fais pas de pub, j'ai pas d'action chez eux. Simplement, c'est des choses que j'ai utilisées, que je connais. Donc voilà. Donc, voilà 3 exemples parmi d'autres. Protéger le Wi-Fi, c'est toujours mieux d'avoir une connexion filaire, mais bon, bien sûr, le Wi-Fi est devenu incontournable. Avoir un réseau Wi-Fi sécurisé pour l'activité et un réseau public, évidemment, pour la clientèle. Ça paraît basique, mais j'ai déjà vu que c'était pas le cas partout. Il y a encore des commerces où il y a un seul Wi-Fi pour tout. Faire attention. Nomadisme numérique. Alors justement, c'est quoi le nomadisme numérique? Eh bien, c'est quand on se balade, quand on travaille en dehors de son environnement normal. Enfin, normal, habituel, son lieu de travail habituel. Voilà, si un commerçant, il va... on peut faire du télétravail, c'est déjà du nomadisme numérique, quelque part. Le télétravail, c'est déjà ça. Mais bon, commerçant, on se déplace dans des foires, dans des salons, à gauche, à droite, avec du matériel informatique, avec des données. Donc, c'est ça le nomadisme numérique. Quand on se déplace dans les transports en commun, dans les hôtels, dans les salons, il y a des précautions à prendre. Alors, les précautions que je vous donne, je ne les ai pas inventées du tout. C'est ce que la Sûreté de l'État recommande pour ce genre de choses. Donc, il y a des mesures à prendre avant, pendant et après le voyage. Voilà, tout simplement. On va les parcourir assez rapidement. On n'emporte que ce qui est nécessaire. Si on va pour un contrat quelque part dans un autre pays, c'est pas la peine de prendre tout le fichier client avec. On ne prend que ce qui est nécessaire. Si c'est possible, surtout dans certains pays, on a des smartphones, voire même simplement des téléphones mobiles, qui ne sont consacrés qu'à ça, au déplacement, pas forcément avec toute sa vie privée sur son smartphone, son compte bancaire, etc. On prend des appareils dédiés à ça. On sauvegarde les données avant de partir. On fait les mises à jour. On installe une solution de sécurité, au moins un antivirus. On vérifie les paramètres de sécurité, confidentialité, tous les comptes qui sont liés, mode de verrouillage, bien sûr, les mots de passe avec un gestionnaire de mots de passe. Ça s'installe très bien sur des smartphones ou sur des tablettes et sur les PC, forcément. Pas oublier d'effacer l'historique de navigation Internet, l'historique des appels, téléphones, etc. Pendant, on est discret. On ne se fait pas trop remarquer, en principe. On évite surtout de laisser ces documents et ces appareils, ces équipements sans surveillance. Je peux vous dire qu'un coffre, les coffres qu'il y a dans les hôtels, ça sert strictement à rien du tout. Voilà, je vous parle d'expérience professionnelle. Quand j'étais dans des pays un peu moins démocratiques, il y avait des petits marqueurs qui étaient dans le coffre-fort de ma chambre et je voyais que ces marqueurs avaient été déplacés à mon retour. Donc, et puis je savais très bien que j'étais sous surveillance, donc c'était pas une surprise. Donc on se connecte pas non plus aux réseaux, aux équipements qui sont pas maîtrisés. Donc on évite surtout les Wi-Fi publics sans VPN, les Wi-Fi d'hôtel, de train, d'avion, enfin pas d'avion, mais à l'aéroport. On évite tout ça, ou alors on prend un VPN. On déconnecte ce qui n'est pas nécessaire. Si on n'a pas besoin du NFC, du Bluetooth, on déconnecte tout ça. Si on vous offre une magnifique clé USB, vous dites merci, vous la tapez dans la première poubelle. Ça, c'est la règle de base.
Et après le voyage, on va changer tous les mots de passe. Quand on a un gestionnaire de mots de passe, c'est pas très compliqué. Et on fait vérifier ses équipements. On n'expose pas trop sa vie sur Internet. C'est parfois inévitable. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais vous avez vu que la phase de reconnaissance donne beaucoup d'indications sur ce que l'on fait. Les objets connectés. Les objets connectés, je parle des photocopieuses, par exemple. Une photocopieuse, c'est un objet connecté avec grosso modo 160 gigas de données potentielles qui sont là sur le disque dur dans la photocopieuse, qui sont des fichiers PDF, tout ce que vous avez scanné, tout ce que vous avez imprimé, tout ça est scanné là-dessus. 160 gigas, c'est pas mal. Ce sont des objets connectés à Internet. Parfois, et c'est beaucoup le cas dans les hôpitaux, avec les logins et mots de passe par défaut, admin, voilà, ça arrive très très souvent. Les appareils vidéosurveillance aussi, bien sûr. Tout ce qui est connecté, bien sûr. Alors, les mises à jour de sécurité, il faut les faire tous les jours. Moi, le matin, quand je prends mon café, mon deuxième café, je fais déjà les mises à jour sur mon smartphone et sur ma tablette. Et puis, quand je connecte mon ordi, je fais les mises à jour aussi tout de suite. Pourquoi? Parce que ces mises à jour corrigent des bugs. Je rappelle, dans les catégories de menaces, il y a les erreurs de codage, les erreurs de conception. Voilà. Quelques conseils en langage humain. Faites le tour de sécurité. Ça veut dire que vérifiez que la porte est bien fermée. Mettez un antivirus. Ne laissez pas traîner vos clés. Donc ça veut dire quand on quitte son bureau, on verrouille son PC. Il suffit de faire CTRL-ALT-DELETE ou juste appuyer sur une touche. On laisse pas son PC ouvert. On laisse pas traîner tout. Ne pas laisser entrer un inconnu, on peut faire un test de pénétration physique, le gentil technicien qui vient pour l'entretien de la photocopieuse. Bon, si dans votre magasin vous êtes tout seul, vous allez vite le repérer. Mais dans une PME où il y a 200 personnes, il peut passer inaperçu. Le stagiaire, quand il a quitté le boulot, quand il a quitté l'entreprise, on n'oublie pas de supprimer ses accès, bien sûr. L'habit ne fait pas le moine, c'est la même chose. C'est le test de pénétration physique, ça marche toujours très très bien. 9 fois sur 10, il n'y a aucun souci. Je connais des gens qui font ça très très bien. Et ça donne du travail après pour faire des sensibilisations. Ça, c'est le bon côté des choses. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Attention, quand vous recevez un mail qui joue sur l'urgence, la confidentialité et tout ça, ça peut être une tentative de phishing, bien sûr. L'arnaque au faux support informatique, bien sûr, très courant. On ne se précipite pas. Encore une fois, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est urgent que ça l'est vraiment. Les réseaux sociaux, on l'a dit. Appelez à l'aide, n'hésitez pas à demander des conseils. Il y a des gens pour ça qui peuvent vous donner des conseils en matière de cybersécurité. Évidemment, n'oubliez pas de prévenir votre banque en cas de problème. Il vaut mieux la prévenir tout de suite pour éviter que des virements ne partent dans la nature. Et surtout aussi, ayez un plan de réponse à l'incident qui soit prêt à jour, avec simplement quelques mesures à prendre, qui prévenir, comment prévenir, etc. On n'a malheureusement pas le temps du tout de rentrer dans le plan de réponse à incident. Je vous mets encore un petit mémo ici. Voilà. Mise à jour, sauvegarde, verrouiller l'ordinateur, etc., etc. Voilà, récapitulatif, il y a des ressources à aller voir. J'ai parlé de No More Ransom, mais il y a aussi CyberSafe, MeCyberSafe, pardon. Je vous ai mis aussi le lien vers le podcast de la chaîne YouTube d'Alexandre Pluvinage, qui fait des petites courtes vidéos très très bien, des conseils de cybersécurité, voilà. Vous aurez l'occasion d'aller voir ça par la suite. Pour terminer, comme je disais dès le départ, c'est pas forcément cher, la cybersécurité. Chacun peut devenir le premier pare-feu, simplement en changeant parfois de comportement. C'est pratique. En tout cas, c'est la responsabilité de chacun de faire ou de ne pas faire. Voilà. Wow. Merci Serge pour la présentation bien complète et qui nous a fait effectivement balader, je dirais, dans l'ensemble
du domaine de la cybersécurité. Et évidemment, tu nous as aussi fait peur, ou en tout cas fait prendre conscience qu'il fallait être particulièrement prudent et qu'on pouvait se faire attaquer de différentes manières et que vraisemblablement les choses continueront encore à évoluer et Ah oui, à oui, oui, oui. dire d'autres choses. Ben oui, 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 oui. J'aurais pu dire beaucoup d'autres choses, mais on n'a plus le temps. Voilà, il est 20h30. Nous avons donc fait un webinaire d'1 heure et demie. On espère que ça a pu répondre à un certain nombre de vos questions, ou en tout cas d'avoir pris conscience qu'il est indispensable aujourd'hui, surtout quand vous avez une activité économique, particulièrement, on l'a vu, les conséquences en termes économiques, en termes d'activité, en termes de financement, de vous protéger. Et donc, c'est évidemment l'objectif que nous poursuivons à travers ces webinaires sur la cybersécurité. Peut-être vous rappeler que notre prochain webinaire, qui, encore une fois, réabordera sous un autre angle la cybersécurité pour les indépendants et les commerçants, est donc fixé au 25 avril prochain à 19h et nous vous attendons nombreux. Entre-temps, on vous remercie, on vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, tous nos webinaires sont toujours disponibles sur notre site www.cybersafe.be. Ainsi que demain, vous recevrez un email avec une évaluation de la soirée. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Cela nous fait toujours plaisir et surtout, ça nous permet de nous améliorer. Je remercie encore Serge pour sa participation et sa compétence qu'il vous a mis à disposition. Avec bien grand évidemment, plaisir. Technique du SNI et de Bicom. Je vous souhaite une excellente soirée et soyez prudents, bien évidemment, tout le reste de la semaine et pour les semaines encore à venir. Surfez couvert. Oui. Au revoir, bonne soirée.